Histoire d'en dire plus. Trois mois avec combien de temps de retard? Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079 et monsieur est un écuyer de Jeanne d'Arc et moi je suis la reine d'Angleterre, non? Ok? Un son! Silence, Mao, je parlemente. Ce qu'il appelle les bouleros, c'est du dragonal. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma, le podcast des films qui racontent quelque chose. Aujourd'hui, on explore un chef-d'œuvre expressionniste réalisé en 1927 par Fritz Lang, vous l'aurez reconnu dans le titre, c'est Metropolis. Donc Metropolis n'est pas seulement un film ancien en noir et blanc, c'est une œuvre visionnaire qui continue d'influencer notre culture visuelle presque un siècle après sa création. Donc le réalisateur allemand est Fritz Lang. Entre science-fiction dystopique, critique sociale acerbe et réflexion philosophique sur la technologie, ce film a ouvert la voie de nombreux genres cinématographiques que nous connaissons aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons explorer l'histoire complexe de sa création, décortiquer son univers visuel unique, analyser sa narration symbolique et comprendre pourquoi Metropolis reste si pertinent dans notre œuvre monde contemporain. Attachez vos ceintures pour un voyage dans le temps, à la découverte d'une œuvre qui a prédit avec une précision troublante certains aspects de notre société moderne. Le voyage de Metropolis commence en octobre 1924, lorsque Fritz Lang, déjà reconnu comme l'un des cinéastes les plus importants d'Allemagne, se rend à New York pour la première américaine de son film Les Nibelungen. La légende raconte que c'est en contemplant le panorama spectaculaire des gratte-ciels de Manhattan, depuis le pont d'un navire, que Lang a eu la vision initiale de Metropolis. Fasciné par cette forêt d'immeubles gigantesques et l'agitation frénétique de la ville, il imagine une métropole futuriste où les classes sociales seraient littéralement stratifiées selon la hauteur des bâtiments. Le scénario du film est coécrit par Lang et son épouse de l'époque, Thea von Harbou, qui publiera également un roman basé sur l'histoire. Cette collaboration créative intense donne naissance à un récit riche en symbolisme, mélangeant références bibliques, mythologie allemande et critiques sociales inspirées du marxisme. Il est intéressant de noter que Lang et von Harbou développeront des opinions politiques, radicalement opposées quelques années plus tard, ce qui mènera à leur séparation. Lang fuira l'Allemagne nazie pour Hollywood, tandis que von Harbou restera et travaillera sous le régime hitlérien. La production de Metropolis démarre en mai 1925 au studio Babelsberg de Berlin et s'étendra sur à peu près 17 mois. Un temps exceptionnellement long pour l'époque, avec un budget astronomique de 5,3 millions de Reichsmark, équivalent de plusieurs dizaines de millions d'euros actuels. C'était le film le plus coûteux jamais réalisé en Europe à cette date. La UEFA, société de production allemande, a pris un risque financier considérable en soutenant ce projet titanesque. Le tournage fut particulièrement éprouvant pour les acteurs et l'équipe technique. Brigitte Helm, qui interprète le double rôle de Maria et de son robot maléfique, n'avait que 18 ans lors du tournage et dut endurer des conditions de travail extrêmement difficiles. Pour les scènes où elle incarne le robot, elle était enfermée dans un costume métallique inconfortable qui lui causait de nombreuses coupures. Pour la scène de l'inondation des quartiers ouvriers, des centaines de figurants, dont de nombreux enfants, ont dû passer des heures dans l'eau froide. Fritz Lang, connu pour son perfectionnisme implacable, exigeait parfois plus de 40 prises pour une seule scène, poussant souvent ses acteurs jusqu'à l'épuisement.
l'univers visuel de Metropolis. L'aspect visuel de Metropolis est peut-être sa contribution la plus durable à l'histoire du cinéma. La direction artistique de Erich Kettenhut, inspirée par l'architecture futuriste et le mouvement Bauhaus, a créé une ville divisée en zones verticales distinctes. En haut, les jardins suspendus et les gratte-ciels art déco, où vivent les élites. Au milieu, les bureaux et usines où travaillent les fonctionnaires. Et tout en bas, dans les profondeurs souterraines, les quartiers ouvriers, où les immenses machines font fonctionner la ville. Cette représentation verticale de la hiérarchie sociale n'était pas seulement un choix esthétique, mais également une métaphore visuelle puissante des inégalités sociales. En montrant littéralement les travailleurs vivant sous terre, Lang matérialise le concept de sous-classe de manière frappante et immédiatement compréhensible. Les effets spéciaux de Metropolis étaient révolutionnaires pour l'époque. Le chef opérateur Eugen Schuftmann a développé ce qu'on appelle aujourd'hui le procédé Schuftan, une technique utilisant des miroirs pour créer l'illusion de décors gigantesques en combinant des maquettes avec des prises de vue réelles. Cette méthode ingénieuse a permis de filmer les plus impressionnantes vues de la ville futuriste sans recourir à l'animation image par image, beaucoup plus laborieuse. Les scènes de foule, notamment celles montrant des ouvriers marchant en cadence vers les ascenseurs ou se révoltant contre les machines, sont chorégraphiées avec une précision militaire qui évoque à la fois la déshumanisation des travailleurs et préfigure de manière troublante l'esthétique des rassemblements nazis qui surviendront quelques années plus tard. Mais l'élément visuel le plus emblématique de Metropolis reste sans doute la robot Maria, conçue par le sculpteur Walter Schuss Mittendorf. Cette création, avec son corps métallique aux courbes féminines et son visage inexpressif, est devenue une icône de la science-fiction. Son influence est perspective dans d'innombrables œuvres ultérieures, C3PO dans Star Wars, Blade Runner, en passant par la pochette de l'album The Man Machine de Kraftwerk. La transformation de la robot en une réplique vivante de Maria, filmée avec des effets d'anneaux lumineux tournoyants, est l'une des séquences les plus mémorables du cinéma muet. Cette scène, qui mélange science, magie et érotisme, illustre parfaitement la façon dont Lang parvient à fusionner les éléments expressionnistes, gothiques et futuristes en une esthétique unique et cohérente. L'intrigue de Metropolis se déroule en 2026, une date qui semblait sans doute incroyablement lointaine aux spectateurs de 1927, dans une ville gigantesque où la société est divisée en deux classes distinctes, les penseurs qui vivent dans le luxe des hauteurs de la ville et les travailleurs qui peinent dans les souterrains pour maintenir les machines en fonctionnement. Geoffrey Dersen, le maître tout-puissant de Metropolis, dirige la ville comme un autocrate depuis son bureau, perché au sommet de la tour nouvelle de Babel. Son fils, Freder, mène une vie insouciante jusqu'au jour où il poursuit Maria, une jeune femme des quartiers bas, et découvre les conditions terribles dans lesquelles vivent les ouvriers. Bouleversé par cette réalité qu'il ignorait, Freder décide de prendre la place d'un ouvrier pour comprendre leurs souffrances. Pendant ce temps, son père, inquiet des murmures de révolte qui montent des profondeurs, s'allie avec l'inventeur Rodvang pour créer un robot à l'image de Maria, afin d'inciter les ouvriers à se rebeller prématurément et ainsi justifier une répression violente. Ce qui rend l'histoire particulièrement fascinante, c'est la multitude de niveaux de lecture qu'elle offre. À sa surface, Metropolis est une histoire d'amour et de rédemption, où Freder, représentant le cœur, parvient à réconcilier son père, la tête, avec les ouvriers, les mains. Cette métaphore corporelle est explicitement énoncée dans l'intertexte final du film. Le médiateur entre le cerveau et les mains doit être le cœur. Sous cette trame narrative simple,
se cache une critique sociale complexe. Lang explore les tensions de classe, l'exploitation capitaliste et la déshumanisation causée par l'industrialisation. Il montre comment la technologie, plutôt que de libérer l'humanité, peut devenir un instrument d'oppression lorsqu'elle est contrôlée par une élite. Ces thèmes, inspirés par les théories marxistes, en vogue dans l'Allemagne de Weimar, résonnent encore fortement dans notre époque de fracture sociale croissante et d'automatisation galopante. Le film incorpore également de nombreuses références religieuses et mythologiques, la tour de Babel, symbole d'arrogance humaine dans la Bible, est recréée comme siège du pouvoir de Fred Hersen. Les catacombes où Maria prêche aux ouvriers évoquent les premières communautés chrétiennes. La scène où Freder hallucine des machines comme le dieu Moloch dévorant des sacrifices humains puise directement dans l'imagerie biblique. Ces éléments donnent au film une dimension mystique et apocalyptique, transformant une histoire de lutte des classes en une allégorie quasi religieuse sur la rédemption de l'humanité. Bien que Metropolis soit un film muet, sa conception a intégré dès l'origine une dimension musicale importante. La partition originale, composée par Gottfried Huppert, mêlait des thèmes wagnériens pour les scènes dramatiques à des rythmes industriels pour les séquences montrant les machines. Cette musique, rarement entendue dans son intégralité pendant des décennies, a été restaurée dans les années 2000 et permet d'apprécier pleinement la vision de Lang. Le rythme interne du film est lui-même musical, alternant des séquences frénétiques, comme l'explosion des machines ou les danses lascives de la fausse Maria, avec des moments de contemplation presque mystiques. Cette structure rythmique souligne les contrastes entre le monde mécanique, régi par la précision des horloges et des machines, et le monde humain, gouverné par des émotions et l'irrationnel. La scène d'ouverture, montrant la relève des ouvriers marchant en cadence, établit immédiatement cette pulsation mécanique qui sous-tend l'ensemble du film. Les mouvements chorégraphiés des travailleurs, tête baissée et corps fatigués, créent une symphonie visuelle qui exprime leurs conditions sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Cette attention au rythme et à la musicalité des images fait de Metropolis une œuvre qui transcende les limitations du cinéma muet, parvenant à communiquer des émotions complexes et des idées abstraites à travers le seul pouvoir des images en mouvement. Lors de sa première au cinéma UEFA Palast de Berlin le 10 janvier 1927, Metropolis reçoit un accueil mitigé. Si le public est impressionné par la grandeur visuelle du film, les critiques sont souvent déroutés pour son mélange de réalisme social et de symbolisme mystique. H.G. Wells, auteur de science-fiction respecté, critique sévèrement le film pour son sentimentalisme puéril et sa vision de la technologie qu'il juge simpliste. Aux États-Unis, le film est considérablement raccourci par Paramount, passant de 153 minutes à environ 90. Cette version américaine élimine de nombreuses sous-intrigues et simplifie radicalement le message du film, le réduisant à une histoire d'amour conventionnelle dans un cadre futuriste. Le film est un échec commercial retentissant, menaçant la stabilité financière de l'UEFA et contribuant à la vente de la société à Alfred Hugenberg, un industriel proche des nazis. Cette défaite commerciale incite Lang à adopter une approche plus commerciale pour ses films suivants, bien qu'ils maintiennent toujours un haut niveau d'exigence artistique. Pendant des décennies, Metropolis n'a été connu que dans des versions incomplètes et de mauvaise qualité. La version originale était considérée comme définitivement perdue jusqu'en 2008, lorsqu'une copie presque complète a été découverte dans les archives du Museo del Cine à Buenos Aires, en Argentine. Cette version argentine, bien que détériorée,
a permis de restaurer à peu près 95% de sa durée originale. La restauration de 2010, combinant cette découverte avec d'autres éléments survivants, nous permet aujourd'hui d'apprécier Metropolis dans une forme proche de celle voulue par Lang. Cette résurrection presque miraculeuse d'un chef-d'œuvre qu'on croyait partiellement perdu est l'une des grandes histoires de sauvetage culturel du XXIe siècle. L'influence de Metropolis sur la culture populaire et le cinéma est tout simplement immense. Son esthétique urbaine verticale a directement inspiré des films comme Blade Runner, Dark City, Le Cinquième Élément, et même les décors urbains de Batman. Son robot féminin a servi de modèle à d'innombrables androïdes au cinéma, de Star Wars à Ex Machina. Au-delà du cinéma, Metropolis a influencé l'architecture, la mode, le monde, le design graphique et la musique. Des artistes aussi divers que Madonna, Lady Gaga, Janelle Monáe et Queen ont fait référence au film dans leurs clips vidéo. Le groupe Kraftwerk s'est explicitement inspiré de son esthétique mécanique et futuriste. Des jeux vidéo comme BioShock et Final Fantasy VII reprennent sa vision d'une ville stratifiée verticalement. Cette omniprésence dans notre culture contemporaine s'explique en partie par la puissance des images créées par Lang. La silhouette de la robot Maria, les ouvriers marchant en cadence, la transformation du visage mécanique en visage humain sont devenus des icônes visuelles immédiatement reconnaissables, même pour ceux qui n'ont jamais vu le film. Mais l'influence la plus profonde de Metropolis réside peut-être dans sa vision prophétique de la relation entre humanité et technologie, en montrant comment les machines peuvent à la fois libérer et asservir, et comment elles peuvent créer des merveilles architecturales tout en créant des abîmes sociaux. Lang a anticipé de nombreuses questions qui demeurent au cœur de nos débats contemporains sur l'automatisation, l'intelligence artificielle et l'avenir du travail. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire sur ce film. Un film à voir dans sa version restaurée de 2010 qui est sortie en Blu-ray que j'ai. Et je vous conseille de le regarder. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, c'est un monument du cinéma. Avec ses tons sépia. C'est pas vraiment du noir et blanc, c'est du sépia. Et la version restaurée le garde. Et donc, je vous invite à revoir cette œuvre. Et voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté, mes amis. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast. Vous coûte rien, ça m'aide beaucoup à remonter dans les classements des podcasts, s'il vous plaît. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous inscrire pour avoir des épisodes inédits. On est en train, avec Acast, de voir comment mettre un système de monétisation des podcasts épisodes premium. Ils sont en train d'abonner leur système actuel. Donc, je suis en train de voir, voilà. Donc, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et ciao, ciao! Histoire d'en dire plus. Trois mois, avec combien de temps de retard? Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079 et monsieur est un écuyer de Jeanne d'Arc et moi je suis la reine d'Angleterre, non? Ok?